On va recevoir Luc Ferry. Je vous en prie, Luc Ferry, rejoignez-nous, ouvrir le débat sur ce qui est en train de se passer, le risque ou non de la Russie, la paix. Que veut dire la paix, celle que Trump veut imposer très visiblement aux Ukrainiens et aux Russes? Voilà, je vous en prie, merci beaucoup. Asseyez-vous, Luc Ferry. Et avec nous en direct aussi, Danny Cohn-Bendit. Je ne sais pas si vous nous entendez déjà. Danny Cohn-Bendit, merci. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Et je recommande le livre du commandant Proutot. Est-ce qu'on peut avoir à la caméra? Voilà, GIGN 73-76. C'est une BD absolument extraordinaire, très réaliste, où on découvre les actions héroïques du GIGN depuis lors. Jusqu'à Djibouti. Voilà, jusqu'à Djibouti. Voilà, je donne envie de le lire parce qu'effectivement, ça en vaut tout à fait la peine. Merci beaucoup, commandant Proutot. Ouvrons la discussion. Le duel des idées, Luc Ferry, Danny Cohn-Bendit. Mais oui, des idées. Est-ce qu'on assiste à un renversement d'alliance? On entendait tout à l'heure les premiers commentateurs. Est-ce que Poutine et Trump sont en train d'aller plus loin encore que ce qu'on pensait ce soir, les déclarations de l'émissaire Witkoff, où en réalité ils deviennent des alliés et des alliés à long terme? Luc Ferry. Ils ont la même vision du monde, c'est tous les deux des nationalistes. Poutine, je dirais presque années 30, donc un chauvin nationaliste fanatique qui n'hésite pas à assassiner ses opposants. Demandez à la famille de Prigojine, si vous vous souvenez de Prigojine, le patron de Wagner dont l'avion a explosé. Trump, quand même pas. Bon, c'est un Américain, c'est quand même un pays démocratique. Les États-Unis, un pays libéral en tout cas. Voilà, mais ils partagent ensemble la même. Si, les États-Unis sont un pays quand même démocratique. C'est pas parce que Trump a été élu que les États-Unis ont changé de constitution, par exemple. Bon, donc on a quand même un pays démocratique, ce qui n'est pas du tout le cas de la Russie. Poutine est quelqu'un qui est élu, qui est très bien élu, d'ailleurs vraisemblablement, d'après les sondages faits par les instituts européens, 80% de son peuple est avec lui, mais c'est quelqu'un qui assassine ses opposants ou qui les met en prison. Donc c'est un régime qui est un régime d'un dictateur élu. C'est pas un paradoxe. D'ailleurs, après tout, il y en a eu beaucoup dans l'histoire, des dictateurs élus. Voilà, donc c'est pas... mais ils partagent en commun un nationalisme, et Make America Great Again, Make Russia Great Again, et c'est ce qu'ils partagent, et ça c'est sûr que de ce point de vue-là, ils sont en phase l'un avec l'autre. Oui, c'est très probable. Oui. Danny. Et dans ce nationalisme, ils ont un intérêt commun, comme d'ailleurs ceux qui étaient sur le plateau juste avant nous l'ont bien dit, c'est la dislocation de l'Europe. L'Europe, si vous voulez, l'Europe est une pierre qui les dérange, car l'espace européen est quelque chose qui peut s'opposer à leur projet impérialiste de l'un et de l'autre. Donc c'est pour cela que Musk intervient dans les élections européennes pour que l'extrême droite européenne puisse gagner, que ça soit en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, c'est-à-dire de revenir à des États-nations nationalistes qui perderaient la force de ce qui a été construit dans l'Union européenne et qui veut se renforcer encore par les dernières décisions d'une Europe de la défense. Donc ils ont les deux impérialismes, les deux visions autoritaires américaines d'aujourd'hui et russes ont des intérêts communs. Quand je dis la démocratie, évidemment que les États-Unis sont encore une démocratie, mais Trump est en train de dénaturer la démocratie américaine et le bras de fer entre l'État de droit et le pouvoir est un bras de fer dont on ne connaît pas la fin. Car si l'État de droit est détruit par le pouvoir, comme cela commence en ce moment aux États-Unis, la démocratie américaine aura été quelque chose dont on devra parler au passé. Est-ce qu'on sous-estime les uns et les autres la puissance de ce mouvement? L'histoire, il ne faut jamais abuser des citations, mais là, elle est vraiment très impressionnante. Certains disent que l'histoire, le présent est la grimace de l'histoire précédente. Je crois que c'était dans Marx. Lisez ce que dit William Bullitt. C'était le diplomate auprès de Roosevelt. Et il dit à quel point Roosevelt s'illusionnait sur ce qu'allait faire Staline. Et ça résonne avec ce qui se passe aujourd'hui. J'ai le pressentiment que Staline n'est pas l'homme qu'on croit. Roosevelt, 1944-45. Ouais. Je pense que si je lui donne tout ce que je puis lui donner sans rien demander en retour, noblesse oblige, dit-il en français, il ne tentera pas d'annexer quoi que ce soit et acceptera de travailler avec moi à un monde de démocratie et de paix. Les Américains, souvent,
ont eu l'idée de s'entendre avec les Russes à un point extrême. Est-ce qu'on est dans ce genre idée en diplomatie quand le président Macron dit qu'il compte sur la clairvoyance du président algérien Tebboune, est-ce que vous croyez qu'il pense ça vraiment quand il est tout seul? C'est la diplomatie. Donc là, je pense qu'il s'agit ça n'a rien à voir avec la Russie de Staline. Il s'agit de diplomatie. Et dans la diplomatie, je pense que si Witkoff arrivait, puisque c'est lui qui est chargé de négocier sur l'affaire ukrainienne pour Trump, s'il arrivait en disant que Poutine est une ordure et que, je sais pas, Zelensky est une sous-merde, je pense que ça démarrerait moins bien, voilà. Donc, est-ce que c'est du langage diplomatique ou est-ce qu'il y croit vraiment? Tout le monde sait qui est Poutine, je veux dire, tout le monde sait, lui aussi. Donc, je crois pas que ce soit la même chose. Je pense qu'on est dans le langage diplomatique exactement comme quand Emmanuel Macron dit à propos de Boualem Sansal, je compte sur la clairvoyance du président Tebboune, alors qu'il compte absolument pas sur la clairvoyance du président Tebboune, parce qu'il sait très bien qu'en vérité, Tebboune a demandé à ses juristes et à son système judiciaire de condamner Boualem Sansal. Voilà. Bon. Alors, est-ce que c'est plus que ça? Je sais pas. Attendons de voir. Ça commence ce soir. Ça va se continuer demain. Attendons de voir ce qui se passe là-bas avant de porter un jugement définitif. Oui, mais ce qui est dangereux, Luc, ce qui est dangereux et compliqué, c'est que la nature de la démocratie américaine est en train de changer. Et que ce nouvel impérialisme qui, en fait, n'envoie pas des soldats, mais essaie de racheter à droite à gauche des autres États, ce nouvel impérialisme américain peut s'entendre avec ce pouvoir oligarchique totalitaire russe, parce qu'ils ont des intérêts communs. La question que pose Darius, est-ce qu'il y a une nouvelle alliance américaine, possible alliance américaine avec les Russes? Je dis oui, c'est une vraie possibilité, c'est réel. Et donc la destruction de l'OTAN, la destruction de l'Europe permettrait justement que cette alliance puisse devenir non seulement réelle, mais avoir une force planétaire incroyable. Et donc, il faut quand même le comprendre, le lâchage de l'Europe par Trump est un danger pour notre projet civilisationnel. C'est pas simplement, c'est un changement d'alliance. Non, cela veut dire que si l'Europe ne trouve pas les moyens de surmonter les contradictions qui existent encore à l'intérieur, non seulement de l'Union européenne, mais à l'intérieur de l'Europe, si on prend l'Angleterre, si on prend la Norvège aussi, qui font partie de cet espace européen. Et quand j'entends le Premier ministre espagnol Sanchez dit non, l'Europe est un soft pouvoir, c'est cette vieille manie des sociodémocrates de ne pas vouloir voir le danger qui peut venir de la Russie, que ça soit l'Union soviétique ou le nationalisme chauvin, réactionnaire, totalitaire du pouvoir de Poutine. Alors, je ne crois pas qu'il s'agisse d'impérialisme à proprement parler. Nous étions impérialistes en Europe. Nous, on a fait la colonisation. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit Make America Great Again. C'est pas la même chose. C'est un nationalisme qui veut renforcer tout ce qui permet de renforcer la nation. C'est ça le vrai projet, de l'un comme de l'autre. Donc je ne crois absolument pas à la volonté de Poutine d'attaquer l'Europe de l'Ouest. En revanche, je pense qu'il veut être le leader du Sud global. C'est là qu'il va avoir son pouvoir, du Sud global. Voilà. Et pour Trump, c'est pareil. Il va peut-être acheter le Canada, il va peut-être acheter le Groenland, mais il va pas les envahir comme nous, on a envahi l'Afrique et l'Algérie et le Maghreb. C'est un nouveau type d'impérialisme. C'est un nouveau type d'impérialisme. Quand Trump dit il fait des deals, non, il ne fait pas des deals. On voit Musk, quand on voit ce qui s'est passé avant l'isme européen, ça, on le discute tout le temps et personne ne le remet en question. Aujourd'hui, on a un nouveau type de pouvoir autoritaire qui, aujourd'hui, est en train d'essayer de détruire l'état de droit aux États-Unis. Et il y a un autre exemple qui est en train de se passer, qui est le même, c'est Erdogan en Turquie. On reparlera d'Erdogan après. Aujourd'hui. Comment ? On reparlera d'Erdogan plus tard. On lui consacrera tout un moment, mais je vous laisse finir, bien sûr. Ok. Non, mais je voulais juste dire que on est pris dans les mêmes pièges. Non. Vous avez partout l'offensive des forces autoritaires nationalistes qui détruisent les idées de démocratie. C'est tout ce que je voulais dire en parlant d'Erdogan.
Voilà. Non, je pense pas qu'il s'agisse. Alors, on peut dire nouvel impérialisme. Dans ce cas, il faudrait le définir. Un nationaliste qui veut la puissance. Et je pense évidemment que même si Trump et Poutine se reconnaissent l'un l'autre comme des animaux nationalistes, si je puis dire, et autoritaires, il y a une immense différence entre les deux, c'est qu'il y a une société civile aux États-Unis. Ça n'a rien à voir. Il y a une immense société civile aux États-Unis. Alors, d'accord, je sais que les chefs de la Silicon Valley, les patrons de la tech de la Silicon Valley se sont rangés. Il y a des entreprises, il y a une société libérale, il y a un état de droit, et donc tout ça continuera à exister. Trump va pas l'anéantir d'un coup de baguette magique, tandis que chez Poutine, ça n'existe pas. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que l'Europe se détruit elle-même sans avoir besoin des autres pour s'anéantir, parce qu'après tout, l'AfD en Allemagne, elle n'est pas aussi élevée parce que Musk a dit qu'il fallait voter AfD. Donc c'est pas parce que Musk dit qu'il faut voter AfD que l'Europe se fissure. Faut quand même pas délirer, là. Ça n'a rien à voir. Et donc, l'Allemagne a décidé de voter AfD toute seule. Enfin, une partie de l'Allemagne, pas toute l'Allemagne. Non. Bon, l'Allemagne a voté à 20%. Non. C'est pas, encore une fois, c'est pas Musk qui fait les élections allemandes. Voilà. J'ai pas dit ça, j'ai dit c'est la tentative à la hauteur. Non, écoute, ça suffit. Non, elle est pas. Écoute, pas de personnel. Pas de personnel. Pas de personnel. On est pause, parce que sinon, arrêtez de pleurer dans votre studio tous les deux. Arrêtez de pleurer. Allez, Danny Cohn-Bendit, mais ça suffit. S'il vous plaît, l'un et l'autre, s'il vous plaît. Danny Cohn-Bendit, ça va. Danny Cohn-Bendit, on n'avait pas besoin de dire ça, franchement. Non, surtout ça va. Arrêtez pas de provocation sans arrêt en plus. Voilà, s'il vous plaît, non, mais arrêtez. Va boire un café, reviens. Danny Cohn-Bendit, s'il vous plaît, finissez votre raisonnement sans prendre à partie Luc Ferry, s'il vous plaît. Allez, Danny Cohn-Bendit, finissez votre phrase. Encore une fois, je n'ai jamais dit que c'est Musk qui fait l'élection en Allemagne. Je dis qu'il y a une tentative de déstabiliser l'Europe en intervenant de cette manière dans les élections. Voilà ce que j'ai dit, et pas d'autre chose. D'un autre côté, là... Finissez. Non, voilà, ça sert à rien. Votre raisonnement à l'un et à l'autre est très intéressant, c'est pas une formule. Alors, voilà, finissez-vous maintenant, Luc Ferry. Les intellectuels les plus en vue considèrent que l'Europe se détruit elle-même. Voilà. Et donc, ils tiennent le même discours que Poutine et Trump ou que Musk. Ils disent l'Europe est en déclin. Que ce soit Michel Onfray, que ce soit Alain Finkielkraut ou qui vous voulez. Oh là là. Putain, non, écoutez. Moi, j'arrête là. Non, mais vous avez le droit, chacun a ses références. Non, mais ça va. Danny Cohn-Bendit. C'est pas parce que t'es là-bas, Danny Cohn-Bendit, que t'es intelligent. Danny Cohn-Bendit. Tu te conduis comme un con, mon vieux. Danny Cohn-Bendit, s'il vous plaît, l'un et l'autre. Chacun a droit à ses références. Non, mais Luc Ferry, s'il vous plaît. Luc Ferry, changeons de sujet. Alors, laissez-moi vous relancer. Regarde ça, il dit des conneries depuis 68. Laissez-moi vous relancer, Luc Ferry. Laissez-moi vous relancer. Il a mis les pieds dans toutes les bouses. Et Danny Cohn-Bendit, s'il vous plaît. Danny, Luc Ferry a le droit d'avoir les références qu'il veut. Les références, c'est un débat. C'est un débat. Donc si vous êtes d'accord, de toute façon, c'est pas intéressant. Donc le but, c'est que vous échangez des arguments. On ne peut pas discuter parce qu'à chaque fois, il se prend la tête, il fait des gestes, il pleurniche. Bon, ça, c'est insupportable. Alors moi, je vous relance. Moi, j'aimerais vous relancer, s'il vous plaît, dans les lots, sur le thème du pacifisme. Ouais, puis tu rigoles. Non, mais laissez. Regardez-moi. Depuis 40 ans, mon vieux. Luc Ferry. Alors, sois un peu modeste. Tu t'es bourré sur tout. Il n'y a pas un truc où tu as eu raison. S'il vous plaît, pacifiste. Dieu sait si le mot a été piégé. On a dit que c'était les Munichois en certains temps, mais il y a aussi des pacifistes véritables. Dans les années 80, ça a été un sujet. Quelle est votre réponse à ceux qui disent, au fond, cette Pax Trumpiana ou Pax Americana, cette paix que Trump va imposer, malgré tout, au fond, le monde sera meilleur après, il sera plus stable après. L'un et l'autre là-dessus, évidemment, vous n'avez pas le même avis, mais s'il vous plaît, ne vous agressez pas. Oui, mais on n'a pas le droit, on peut pas. Ah non, sinon il secoue la tête, on se prend. Alors, ne le regardez pas, regardez-moi. Voilà, ne regardez pas. Non, mais c'est pas possible, quoi. Non, mais c'est sérieusement. Essayer d'avoir une discussion. Sérieusement. Et puis il rigole après. Sérieusement. En plus, il rigole même pas, c'est même pas vrai. Non, mais ça suffit. Faites votre boulot. Empêchez-le. Sérieusement, l'un et l'autre, et pas de grimace. C'est pas Louis de Funès, s'il vous plaît. Au moins il était drôle. Voilà, s'il vous plaît. De oui ou non, est-ce que vous entendez l'argument de ceux qui se disent il y a quand même, au fond, malgré tout, un progrès de la paix chez Trump? Est-ce que c'est complètement bidon et dangereux ou est-ce qu'une part de ça est vraie? Qui veut commencer? Allez,
commencer, Luc Ferry. Là-dessus, vraiment. Non, mais là... Est-ce que le monde sera plus sûr, d'après vous, malgré tout ? C'est pas le problème. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a gagné, ou la Russie a gagné la partie du Donbass qu'il occupe aujourd'hui. Et il y a deux possibilités. Ou bien, mais personne ne le pense, même pas Zelensky, on repart en guerre pour que l'Ukraine récupère la partie du Donbass qui est occupée par la Russie et la Crimée, ce que voulait faire Zelensky jusqu'à il y a très peu de temps, mais qu'il ne veut plus faire maintenant parce qu'il sait que c'est impossible. Plus personne ne souhaite ça, ce qui veut dire que les territoires occupés par la Russie, et même si c'est très injuste pour l'Ukraine parce qu'elle perd une partie de son intégrité territoriale, vous préférez de la guerre et de la paix, c'est de sécurité les 80% du territoire ukrainien qui vont rester. C'est ça le véritable enjeu. Et de les sécuriser vraiment, avec une question qui se pose, est-ce qu'on va sécuriser cette partie de l'Ukraine qui va rester allemand ou que sais-je encore, ou turc, comme le propose la Turquie, ou par les entreprises américaines, comme le dit Trump, qui dit voilà, si on s'installe, nous, avec nos entreprises, alors évidemment, Poutine ne pourra pas nous agresser parce que ce serait agresser des entreprises américaines. Voilà. Et donc je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que plus personne ne veut véritablement recommencer la guerre pour récupérer le Donbass ou la Crimée, y compris Zelensky, quitte à ce que dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, la guerre reprenne. C'est ça aussi le deuxième enjeu. À plus tard. J'insiste sur ma question. Au-delà même bien, est-ce que c'est un monde plus sûr ou est-ce que c'est une illusion qu'on va payer plus tard ? C'est une illusion qu'on va payer très cher en Europe. C'est très simple. Il s'agit de sécuriser l'avenir de l'Ukraine au-delà d'une ligne de démarcation que vient de définir Luc, mais de sécuriser l'Ukraine et de sécuriser l'Europe, c'est-à-dire de sécuriser les pays baltes, de sécuriser tous ceux qui ne veulent pas vivre sous l'emprise russe. Parce que le problème qu'il y a derrière, il est quand même très simple, c'est que les Ukrainiens ne veulent pas, dans leur grande majorité, ne veulent pas vivre sous domination russe. Ils veulent s'orienter vers l'Union européenne. Ils veulent s'orienter vers la démocratie, vers l'ouverture. Alors, dans ces cas-là, le signe, c'est-à-dire ce n'est pas à Poutine de décider comment veulent et peuvent vivre les Ukrainiens. Donc la sécurisation de l'espace ukrainien, de l'Ukraine, dans l'Union européenne, est aussi et en même temps une sécurisation de l'Europe. Donc, quand on parle aujourd'hui de l'Europe de la défense, c'est pas parce que je crois que demain, Poutine va attaquer Berlin, Paris, Brest ou je ne sais quoi. Non, c'est-à-dire que Poutine veut continuer à déstabiliser, peut continuer à déstabiliser. On a parlé de l'enclave dans les Pays-Bas. On peut donner des tas d'exemples. Évidemment que la Moldavie est visée, évidemment que toute la Géorgie est visée, à moins qu'il arrive à imposer son pouvoir en Géorgie, il n'a pas besoin de l'occuper. Luc Ferry. Donc, Danny Cohn-Bendit, pardon. attendez, je finis la phrase. Juste une phrase. Ah, je rigole. Finissez, Danny. Non, il a rigolé pour moi. Non, allez, s'il vous plaît. Non, voilà, vous êtes quitte. J'ai fini ma phrase. Êtes quitte. Oh non. Allez, vous êtes quitte. Ma phrase est Finissez votre phrase. sympa. J'adore son sourire. Ça m'a fait qu'il est. Regardez, il est rappelle magnifique. ton petit garçon, il est mignon. Envoyez-vous des petits cœurs. Envoyez-vous des petits cœurs comme ça, c'est très bien. S'il vous plaît, avançons un petit peu. J'aimerais vous entendre, s'il vous plaît. Les Américains, Vance notamment, insistent sur ce qui est, selon lui, un sursaut européen. Un de ses arguments, c'est que l'Europe des nations, l'Europe traditionnelle doit se défendre. Et il dit souvent, il y a un racisme anti-blanc. Il y a ce soir, aujourd'hui, une déclaration assez marquante de Sophie Primas, elle est porte-parole du gouvernement, qui dit oui. Vous savez que c'est un débat qui agite beaucoup. Est-ce qu'on peut parler ou non de racisme anti-blanc? Qui dit oui. Elle prend l'exemple de sa fille. Écoutez là, il existe un racisme anti-blanc. Il est arrivé, par exemple, à ma fille au lycée de se faire traiter de sale blanche. Donc ça, c'est du racisme vraiment à l'état pur. Non. C'est du racisme anti-blanc, Sophie Primas. Dites-le. Oui, je veux bien le dire. C'est du racisme anti-blanc. Est-ce qu'il existe, oui ou non, au sens large évidemment, un racisme anti-blanc en France? Non.
Non, c'est une mauvaise expression parce que le racisme reposait sur l'idée qu'il y avait des races à exterminer ou à réduire en esclavage parce que c'était soit des races nuisibles. Bon, l'antisémitisme est une forme de racisme, enfin, c'est antisémitisme, mais même si c'est pas le racisme, c'est autre chose. Mais c'était considéré comme une race nuisible, soit parce qu'il y avait le judéo-bolchevisme, c'est Lénine, Trotsky, des juifs communistes, soit que c'était le grand capital international, etc. Mais le racisme, le vrai racisme, je laisse de côté l'antisémitisme, c'est l'idée que, au fond, les Noirs et les Arabes, et surtout les Noirs, c'était une race inférieure. Quand vous lisez mon ancêtre Jules Ferry dans le débat à la Chambre en 1887, c'est très intéressant avec Clémenceau, il dit voilà, nous avons un devoir d'éducation des races inférieures, et Paul Bert, il y a plein d'écoles Paul Bert en France qui dit oui, les blancs sont bien plus intelligents que les jaunes, qui sont bien plus intelligents que les noirs. Bah ça, quand on dit sale blanche ou sale blanc, ça veut pas dire vous êtes moins intelligents ou moins bien que nous. Ça veut dire vous nous avez colonisés, vous êtes des salauds. Ou vous êtes hostiles à Gaza, vous êtes des salauds, etc. C'est pas la même chose que de dire. Au fond, on dit pas à la fille de cette dame, vous êtes une race inférieure. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc on peut pas parler de racisme, on peut dire hostilité aux Blancs, hostilité à l'Occident, hostilité du Sud global à l'Occident colonisateur, et c'est évidemment vrai. Ça peut se traduire par sale blanc, mais ça veut pas dire vous les Blancs, vous êtes une race inférieure. C'est pas la même chose, vous voyez. Donc moi je n'emploierai jamais, je n'ai jamais employé cette formule de racisme anti-blanc. Il y a une haine des Blancs, oui, mais c'est pas du racisme à proprement parler. Il a raison. Il a raison. Comment alors est-ce que vous expliquez le fait que visiblement une partie de l'opinion considère qu'aujourd'hui effectivement il y a appelez ça comme vous voulez, une haine des Blancs, ou en tout cas que oui. la stigmatisation. Alors, il y a évidemment une stigmatisation des Arabes, il y a un antisémitisme, on en reparlera, il y a etc., ou des Franco-Algériens, ou des Algériens, mais il y a aussi une forme de haine particulière des Blancs. Oui, bien sûr, mais c'est pas du racisme à proprement parler. Il s'agit pas de dire vous appartenez à une race inférieure et on va vous soumettre, vous mettre en esclavage pour ça, ou on va vous tuer pour ça, vous exterminer pour ça. Et donc le racisme anti-blanc, je veux pas revenir à la polémique sur l'Ukraine, mais il est évident que le Sud global se réveille, et c'est un peu comme avec la Shoah d'une certaine manière, même si je ne compare pas les deux, contrairement à Jean-Michel Apathy, je compare pas la colonisation et le nazisme, mais bien qu'il y ait des points communs, il y a des crimes contre l'humanité. Hein. Mais ce que je dis, c'est que paradoxalement, 50 ans, 60 ans, 100 ans après, c'est pire aujourd'hui qu'au 19e siècle. Parce que comme on a des sociétés qui sont devenues des sociétés de droits de l'homme et de démocratie, on regarde ça comme quelque chose de bien plus horrible. Et c'est là-dessus que Poutine joue pour devenir le leader du Sud global. Et il y arrive en ce moment. Parce que quand vous regardez les discours de Poutine, et je ne reprends pas la question sur la guerre en Ukraine et la paix, mais quand vous regardez les discours de Poutine depuis 2022, constamment, son adresse au Sud global, c'est contre l'Occident libéral et colonisateur. Mais alors comment est-ce que vous comprenez l'un et l'autre? C'est la porte-parole du gouvernement français, c'est pas un propos de bistrot. Porte-parole du gouvernement français qui dit oui, il y a un racisme anti-blanc. En France, comment est-ce que vous l'entendez, l'expliquer, voilà, l'un et l'autre? Dany n'est plus là. Il y a une interruption, mais c'est une interruption technique. Il n'a pas claqué la porte. Je précise, Luc Ferry. Comment est-ce que vous comprenez ça? C'est pas indifférent. C'est la porte-parole du gouvernement français. Il se trouve que j'ai rencontré cette dame il y a 10 jours et que j'ai beaucoup de sympathie pour elle, d'estime pour elle. C'est quelqu'un de très bien. Simplement, c'est une formule qu'on utilise parce que c'est une formule à la va-vite. Combien de fois j'ai entendu 10 000 fois la formule racisme anti-blanc, y compris de la part d'intellectuels très intelligents qui parlent de racisme anti-blanc. Voilà, parce que c'est plus facile. Mais quand on réfléchit un peu, pardon de dire ça comme ça, c'est pas pour être désobligeant, mais quand on réfléchit un peu, on comprend que ça n'a rien à voir avec le racisme anti-noir. Voilà. Le racisme anti-noir, c'est Tintin au Congo. Voilà. Vous lisez Tintin au Congo, et c'est le racisme anti-noir à l'état chimiquement pur. Et on se moque des gens parce qu'on dit, mais c'est une race inférieure. Voilà. On dit des nègres. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? Faut être honnête, nos grands-parents, ils étaient comme ça. Ils parlaient comme ça, des Noirs. Mais c'est pas du tout le cas de quelqu'un. Mais ça veut dire quoi? Alors comment est-ce que vous qualifiez quand, dans l'espace public, quand dans des faits divers, on considère qu'il y a des insultes qui sont liées à au fait d'être blanc? Le sale blanc, c'est quoi alors? Et puis il y a aussi des réunions qui sont interdites aux Blancs. Ouais. Interdites aux Blancs. Donc il y en a beaucoup qui sont interdites aux Blancs dans les universités de gauche notamment et dans les départements de gauche. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est encore une fois, c'est le réveil du Sud global contre la colonisation, et ça prend évidemment.
on imite toujours l'ancien ennemi. Ah, vous étiez anti-noir, nous on est anti-blanc. Ah, mais ça veut pas dire qu'il faut se laisser piéger par la formule. Et je dis pas qu'il y a pas de haine, il y a de la haine évidemment. Et donc je dirais c'est la haine des blancs, mais c'est la haine de l'Occident. Derrière la haine des blancs, c'est la haine de l'Occident. Mais encore une fois, c'est pas, on dit pas les Français c'est une race inférieure, donc on va les coloniser, on va les réduire en esclavage et puis on va les exterminer. Ça n'a rien à voir. Il faut pas. Je dirais que c'est une banalisation du racisme que de parler de racisme anti-blanc. Le racisme, ça a vraiment été une succession de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, y compris le racisme colonial, celui de Jules Ferry et de Paul Bert. Le racisme colonial, ça a été une succession de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il faut quand même le dire. C'est pas ça que nous vivons. Même quand si un môme va me traiter de sale blanc, c'est pas ça que ça veut dire. Vous comprenez ? Est-ce que nous avons sous-estimé la revanche ? Vous parliez du Sud global, hein ? Sous-estimé. Il y a un texte magnifique, très intéressant de Aimé Césaire sur la colonisation, où il parle d'Auschwitz. Et évidemment, il ne diminue en rien l'atrocité intégrale d'Auschwitz, mais il dit Auschwitz, évidemment, c'est vu des Européens. En réalité, les Européens, pendant très longtemps, les mêmes qui, à juste raison, bien sûr, mesuraient l'atrocité absolue d'Auschwitz, ne voyaient pas l'atrocité de la colonisation. Et donc, il y a un passif. Oui, bien sûr. Et pardon d'y revenir, mais ce qu'a dit Jean-Michel Apathy n'est factuellement pas faux. Ce qui est bête, peut-être, c'est de comparer le nazisme et la colonisation, parce que c'est pas du tout les mêmes idéologies. Mais factuellement, quand vous lisez même, par exemple, les textes de Tocqueville, les textes du général Bugeaud, il y a les textes du général Bugeaud, les discours à l'Assemblée, entre 1830 et 1848, la technique de l'enfumage, les colonnes infernales, c'est une série de crimes de guerre, voire qui ressemblent à des crimes contre l'humanité. On enfume des 500, 600, 700 personnes, y compris des femmes et des enfants, parce qu'il s'agit de mater les Arabes pour les transformer en esclavage. Voilà. Danny c'est pas la même chose avec quand un môme dans la rue va me traiter de sale blanc. Là-dessus, le cycle de la haine et de la revanche qui fait que il y a beaucoup notamment dans le Sud global, mais aussi de gens ici qui disent voilà, maintenant c'est le moment de répondre en quelque sorte aux entre guillemets blancs. Oui, mais Luc l'a expliqué, on se répète, on l'a déjà dit la dernière fois et tout ça, on se répète un peu, Darius. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Il y a la bêtise des gens. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir dans une cour d'école des enfants qui disent des bêtises à d'autres enfants. C'est vrai qu'il y a un cycle de haine entre le racisme contre des blacks ou des musulmans et la réponse à ce racisme contre des enfants blancs. Oui, ça existe, mais il y a la difficulté dans nos sociétés aujourd'hui, dans notre société, c'est qu'on a de l'antisémitisme d'un côté. À côté, on a du racisme, où on a d'un côté le racisme et à côté l'antisémitisme, et qu'on mélange tout, et qu'aujourd'hui, on est incapable de s'élever à un niveau civilisationnel pour comprendre cela. La preuve, ça a été tous les débats qu'il y avait eu avant cette manifestation contre le racisme, où tout d'un coup, LFI est parti sur l'antisémitisme. On voit que tout le monde perd les pédales en ce moment. Donc voilà, donc il faut arrêter. Il n'y a pas de racisme anti-blanc, il y a de la bêtise anti-blanche, il y a du racisme et de l'antisémitisme, et il y a de la bêtise anti-black, il y a de la bêtise anti-musulmane, etc. Alors Luc, Daniel, puisque vous parliez tout à l'heure de l'antisémitisme, évidemment c'est l'événement très grave qui s'est produit, c'est la piste en tout cas d'une agression antisémite, le rabbin d'Orléans qui marchait avec son fils de 9 ans samedi, quand un jeune homme l'a pris à partie en le filmant, l'a insulté, et alors que le rabbin lui demandait de s'en aller, le jeune homme l'a frappé à la tête, l'a mordu à l'épaule avant de prendre la fuite. Le caractère antisémite, quel est-il ? En tout cas, le président de la République a tweeté sur le sujet. On peut lire peut-être ce qu'il disait à ce sujet-là. Voilà, on voit ici les images qui ont été filmées. L'agression du rabbin Aryeh Engelberg à Orléans nous choque tous. L'antisémitisme est un poison. Nous ne céderons ni au silence ni à l'action. Est-ce que c'est pour vous l'illustration, d'ailleurs les chiffres le montrent, oui, ni à l'inaction. Non, j'ai juste lu ce qu'il y avait marqué. C'est que nous ne céderons pas ni à l'un ni à l'inaction. C'est ça.
Qu'est-ce que ça révèle, selon vous, de l'ampleur du phénomène ? Il faut quand même dire à quel point on assiste à des choses inouïes. Moi, j'entends sur ces plateaux, je ne sais pas si vous aviez entendu, Elisabeth Shepard-Sellam, une de nos chroniqueuses, qui dit qu'en France, comme si on était dans une dictature comme l'Iran, des enseignants ont peur de parler de la Shoah. Ben oui, ce qui n'empêche pas évidemment de parler du drame de Gaza ou autre, mais ne pas pouvoir enseigner la Shoah en France en 2025, c'est quand même une situation extrêmement grave. Oui, c'est extrêmement grave. Nous avons aujourd'hui en France une partie de la population ou des gens qui perdent la tête. Et donc ce jeune homme de 16 ans, mobilisé par je ne sais quoi, peut-être par les images de Gaza, etc. On verra. Donc, juste parenthèse, je vous interroge pour être précis. Pour l'instant, on n'a pas, l'enquête ne fait que débuter, donc il n'y a aucune assurance. Mais antisémitisme, c'est le mot qu'après le président de la République. Bien sûr, c'est juste pour eux. J'ai pas dit que c'était ça, j'ai dit ça peut être ça, voilà, c'est tout. Je dis simplement, on a des choses horribles. Par exemple, il y a un gang de jeunes hommes et de jeunes femmes d'extrême droite en Allemagne qui posaient des pièges aux homosexuels, les attiraient dans un coin pour les tabasser. C'est horrible. C'est horrible. Nous sommes dans des sociétés où il y a une accélération d'un certain type de violence contre des personnes, des individualités, parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils peuvent être musulmans, parce qu'ils sont homosexuels, parce qu'ils sont transgenres. Il y a des parties de la population qui aujourd'hui se mobilisent contre ce qui ne leur plaît pas. Et c'est effarant, et on ne peut pas accepter cela. On le voit à tous les niveaux dans beaucoup de pays. On le voit en Angleterre, on le voit en France, on le voit en Allemagne. Donc voilà, on a une perte de repères civilisationnels dans nos sociétés. Oui, je dis pas que c'est faux, mais on peut pas comparer ce qui se passe avec les homosexuels. Dieu sait que j'ai défendu le mariage gay jusque dans le Figaro. Bon, ce qui se passe avec les homosexuels ou ce qui se passe même avec les musulmans et ce qui se passe avec les juifs, parce qu'il y a derrière, il y a la Shoah, c'est tout. Donc on peut pas l'évacuer. Donc le fait que ça reparte aujourd'hui, évidemment, est infiniment plus troublant que pour tout autre crime par ailleurs détestable. Et il s'agit pas de les excuser, c'est pas le problème. Encore une fois, j'ai défendu le mariage gay jusque dans le Figaro. C'est pas pour. Je vais pas revenir là-dessus, mais il y a la Shoah derrière. Il y a quand même l'assassinat de 6 millions de personnes. Et il y a voilà, quand on les regarde aujourd'hui, c'est pas regardable. Quand on voit le ghetto de Varsovie, ces images, on peut pas les regarder aujourd'hui. Bon, et donc c'est le fait que ça revienne. Alors ça revient. Il faut pas tourner autour du pot. Ça revient à cause de ce qui se passe à Gaza. C'est évident. C'est pas un retour de l'antisémitisme nazi ou de l'antisémitisme chrétien traditionnel auquel Vatican II a mis fin en 62, 63, 64. Voilà, ça a duré longtemps, Vatican II. Mais voilà, donc c'est pas la même chose. Mais c'est ce qui se passe à Gaza qui. Moi, j'entendais ce matin, je crois que c'était ce matin, Elie Barnavi. On peut pas le soupçonner d'être antisémite. Bon, qui est un très grand historien. Moi, j'aime beaucoup et qui est quelqu'un qui a été l'ambassadeur d'Israël en France. Et il disait voilà, Netanyahou nous conduit vers une dictature et vers une guerre civile. Il faut peut-être qu'on en parle. Une dictature, une guerre civile. Et j'entendais les journalistes dire voilà, il a permis qu'on finance le Hamas pour éviter qu'il y ait une paix avec Gaza, etc. Bon. Elie Barnavi est quelqu'un qui vient plutôt de la gauche, donc il critique évidemment l'extrême droite israélienne. On peut pas prendre non plus toutes ses paroles comme argent comptant, mais moi je l'écoute toujours. Et évidemment, c'est aussi ça qui fait qu'un gamin de 16 ans voilà. Mais c'est pas Hitler pour autant. C'est pas la même chose que c'est pas l'antisémitisme des années 30 qui revient. C'est un autre antisémitisme. C'est pas le même. Il est d'origine islamiste. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes récentes montrent qu'aujourd'hui cet antisémitisme est d'origine musulmane. C'est pas la peine de tourner autour du pot, c'est la vérité. Dany, là-dessus ? Non, dans ce que vient de dire Luc, encore une fois, oui, il y a la Shoah. Je sais qu'il y a la Shoah derrière, et je sais que derrière l'antisémitisme, il y a la Shoah. Et puis, il y a la réalité dans laquelle nous vivons, c'est ça qui est difficile. Et nous percevons avec raison l'antisémitisme avec derrière nous, ou devant nous, ou au-dessus de nous, la Shoah. Le jeune môme de 16 ans qui fait cela
Et ça ne, je veux pas l'expliquer. J'essaye de comprendre ce type de haine. Agresser un père qui a un Kepele sûrement sur la tête et son fils qui doit avoir aussi un Kepele sur la tête, ça prouve bien qu'il est complètement désorienté. Alors pourquoi il est désorienté? Pourquoi il est dans cette situation? C'est ça que nous devons comprendre. Et Elie Barnavi, moi je prends ce qu'il dit pour argent comptant, parce que c'est le premier qui a très bien expliqué, 2 jours après l'horrible attaque du Hamas en Israël, qui a expliqué et qui a mis le doigt sur la responsabilité de Netanyahou, qui a mis le doigt sur la responsabilité de l'État israélien, qui justement fait tout pour qu'il n'y ait pas 2 États, et qui veut aujourd'hui, soutenu par Trump et par l'administration américaine, alors que la France, l'Angleterre, l'Allemagne ont protesté contre la reprise des bombardements à Gaza, eh bien lui, Trump dit c'est bien, il faut continuer, parce qu'ils veulent une épuration ethnique à Gaza et peut-être en Cisjordanie. Danny Cohn-Bendit, voilà dans ce changement général, comment est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? C'est comme ça, j'y peux rien. Dans ce changement général, on voit que le gouvernement israélien invite les représentants notamment du RN, Jordan Bardella, je crois qu'il y a aussi Marion Maréchal, oui. Il y a aussi un certain nombre de dirigeants européens à cette grande conférence contre l'antisémitisme en Israël. Invitation officielle, hein. C'est vraiment, quand on voit l'histoire de ce qu'a été le RN puis le FN précédemment, évidemment c'est un renversement de situation assez étonnant. Mais oui, bien sûr, mais tout le monde, Serge Klarsfeld est le premier à l'avoir dit, il dit voilà, c'est un renversement inimaginable. Il dit j'ai combattu toute ma vie le Front National et Jean-Marie Le Pen, et aujourd'hui, j'appelle à voter Rassemblement National pour faire barrage contre l'antisémitisme. Finkielkraut, je ne veux pas énerver Dany, a dit la même chose. Bon, la mort dans l'âme, je voterai Rassemblement National pour faire barrage à l'antisémitisme. Bon, et donc, énormément de juifs français, de français juifs, disent la même chose et considèrent aujourd'hui que ce qui est antisémite, c'est l'extrême gauche, évidemment. Et donc, c'est clair qu'aujourd'hui, le discours antisémite, il vient de l'extrême gauche, et à jet continu. Bon, c'est pas la peine de se dissimuler les choses. Donc on a là un renversement, mais à front renversé, qui était... Mais je veux dire, on aurait dit ça il y a même 10 ans encore, on aurait fait pleurer de rire n'importe quel personnage raisonnable, en disant que le Rassemblement National va protéger les Juifs contre l'antisémitisme. Mais c'est la... alors moi, il se trouve, je connais un peu Marine Le Pen, je peux le dire très franchement, il n'y a pas une once d'antisémitisme chez elle. Chez son père, c'est évident, chez elle. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer là, Dany? Attends, encore une fois, d'abord, Bernard-Henri Lévy a raison, et tous ceux qui ont raison, qui ont dit non de ne pas aller à cette conférence. Il faut dire les choses comme elles sont. Parce qu'elle dit, c'est inadmissible. Et je trouve que c'est inadmissible que l'État israélien invite, ils ont invité aussi l'AfD. L'AfD qui est aussi antisémite. Donc arrêtons de nous masquer, un peu les réalités. Donc encore une fois, je ne crois pas qu'aujourd'hui, parce que je crois que fondamentalement il y a au Rassemblement National du racisme, je ne crois pas que des racistes puissent protéger des juifs. Ils peuvent instrumentaliser la protection des Juifs parce qu'ils en ont besoin aujourd'hui. Mais que justement, qui est raciste ne protège pas des Juifs. Qui est antisémite ne protège pas des musulmans. Qui est... Voilà. Et je dis que c'est pour cela que je suis... Alors, c'est vrai qu'il y a des Juifs comme Klarsfeld, comme Alain Finkielkraut, qui ont dit « je vote Rassemblement National ». Il y a d'autres Juifs, comme moi, comme d'autres, qui disent « jamais, jamais je ne voterai le Rassemblement National. Jamais. » Parce que je sais ce que m'ont appris mes parents. C'est tout. Alors les parents de M. Klarsfeld, les parents de M. lui ont appris autre chose. Les parents d'André Glucksmann lui ont appris autre chose. Ils n'auraient jamais voté Rassemblement National. C'est tout. Donc il faut chacun prend ses juifs à témoin. Moi, je suis mon propre juif qui me prend moi-même à témoin et qui dit jamais. Parce que le Rassemblement National, s'il prend le pouvoir, à la fin, je serai une victime comme d'autres.
Oui, bon, je crois pas du tout ça, mais bon, on va pas reprendre le débat. Moi, je pense que des quantités de Français juifs considèrent que c'est aujourd'hui le rempart contre LFI. Voilà. Vous parliez de l'influence de Musk ici en Europe, notamment au travers de l'AfD que vous citiez, soutien extrêmement solide de l'AfD dénoncé par une grande partie des Européens de l'Ouest. Regardez ces images peut-être de la passion que suscite Musk pour ou contre lui, l'hystérisation littéralement du débat en Europe. Alors, ça c'est pour l'anecdote, il était là à un de ses dîners, ça n'en finit pas, les dîners. C'est un robot, non ? Autour, non, c'est pas un robot. Non, parce qu'il a dîné avec un robot. Non, alors attendez, je vous éclairer. Il joue avec une fourchette et un couteau. Moi, je saurais pas le faire. Fourchette, couteau, je sais pas quoi. Alors, je sais pas si il imagine le. Je sais faire ça. Oui. Vous savez faire ça ? Oui, tout à fait. Vous êtes très fort, Luc Ferry. Voilà. On apprend ça dans les familles. Comment ? Voilà. Le mouvement pour ou contre Musk. Regardez, ce sont ces Tesla brûlés à travers le monde. Il y a un mouvement très organisé qui commence à se développer, notamment après le geste qu'il avait eu assimilé à un salut nazi. Écoutez peut-être de quelle façon Trump prend sa défense en disant que ce sont des actes très graves et des actes de terrorisme, plutôt on l'entendra plus tard. Oui ou non, selon vous, est-ce qu'on assiste à une forme de haine, là encore, réciproque ? Il y a ce site aussi contre les propriétaires de Tesla, où les propriétaires de Tesla prétendument sont repérés partout aux États-Unis, et les auteurs du site disent on sait où vous habitez, on sait qui vous êtes, il y a un petit cocktail Molotov sur le pictogramme, vendez votre Tesla au plus vite ou sinon vous pourrez avoir des ennuis. Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que vous nommez ça ? Il y a aussi des autocollants qui sont marqués sur les Tesla en Allemagne, même en France maintenant ça commence, indiquant j'ai acheté la Tesla avant que Elon Musk se déclare favorable à l'extrême droite. Donc et les gens essaient de protéger leur bagnole en mettant des contre-papillons, si je puis dire. Bah écoutez, oui, bien sûr, je crois que la haine d'Elon Musk, elle est... Et c'est pas simplement parce qu'il défend l'AfD, je pense que les Américains, avec 99% des Américains, vous leur demandez ce que c'est que l'AfD, ils en ont aucune idée. Bon. Non, mais je pense que c'est aussi la haine de Trump, évidemment, de la part de la gauche américaine, et puis aussi le fait qu'il avait, parce qu'il a perdu énormément d'argent, mais il avait 440 milliards de dollars de fortune, ce qui évidemment suscite aussi une haine féroce, voilà. Et puis, il est par ailleurs, je vais pas refaire une phrase qui va me valoir des tourbillons médiatiques, mais c'est vrai qu'il est quand même solidement barjot, quoi. Il faut être honnête. Il est quand même absolument insupportable. C'est quand même un type odieux. Moi, j'ai un ami qui a déjeuné avec lui. Le mec est resté pendant 3/4 d'heure à regarder son smartphone sans dire un mot à mon copain. Voilà, il est quand même complètement barjot. Et donc, il peut être absolument odieux, il est cassant, il vire les gens dans son entreprise de manière absolument épouvantable, il les renvoie pour un rien, un oui ou pour un non, et donc le type est vraiment, il est insupportable. Regardez l'image de son bureau, parce qu'il a un petit bureau, je vous donne tout de suite la parole, ne vous inquiétez pas, je donne la parole, mais regardez, c'est quelqu'un, il y a eu une sorte de document, alors il a lui-même retweeté son petit bureau en disant, voyez, voilà la taille du bureau. En réalité, il y a que le travail et la mission qui comptent. Champ contre champ, on voit, voilà, c'est pas la grande. Il a déjeuné avec une femme robot Optimus qui est sublime. C'est pour ça que je me trompais, pardon. Mais voilà. Ça vaut le coup, si vous retrouvez la vidéo, ça vaut le coup aussi. Dany. Dans le genre barjot, il est colossal. Non, vous pouvez continuer, mais juste, je voulais vous dire, il y a un mouvement plus intéressant que ça, qui est le mouvement qui a commencé au Canada, qui se développe en Europe aujourd'hui. C'est que dans les supermarchés, vous retournez ce qui vient des États-Unis, marque Heinz et d'autres, pour que les consommateurs puissent dire « Ah bah ça, je veux pas l'acheter ». Sans qu'il y ait de violence, rien de dire, voilà, se mobiliser. Et c'est la même chose pour, si vous voulez, pour Tesla. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils brûlent, mais en Europe, il n'y en a pas eu pour l'instant. Mais ce qui existe en Europe, c'est que les gens n'achètent de moins en moins, ou ils vendent leur Tesla pour faire baisser les prix. Luc a regardé, il a perdu 150, 160 milliards jusqu'ici. Donc voilà, moi je crois qu'il y a une mobilisation civile très intéressante contre l'impérialisme de l'argent qui vient des États-Unis. Et moi, je suis pour la mobilisation de solidarité militaire contre l'impérialisme russe qui veut déstabiliser l'Europe et surtout casser l'Ukraine. Et je suis pour la mobilisation civile contre cet impérialisme de l'argent
des États-Unis, de Trump et de Musk. Les menaces à nos portes. Regardez, il y a la menace russe, il y a la menace turque aussi, des événements extrêmement graves qui se produisent en Turquie avec ces manifestations géantes, l'arrestation pour prétendument une accusation de corruption du maire d'Istanbul et le pouvoir considérable du président Erdogan. Je ne sais pas si on peut voir les manifestations qui ont lieu elles sont importantes, partout en Turquie. Et ce maire d'Istanbul qui dit qu'il est littéralement exécuté, c'est le mot qu'il utilise, par le pouvoir de Erdogan. Est-ce qu'on voit là naître une autre grande menace? C'est un très grand pays, très puissant, membre de l'OTAN, qui occupe de manière illégale d'ailleurs une partie de Chypre depuis très longtemps, depuis des décennies d'ailleurs. On voit que... Mais oui, en même temps, ce qu'on voit là est plutôt très rassurant, parce que si c'était vraiment une dictature, ces gens seraient pas dans la rue. En Russie, ce serait pas possible, par exemple. Et donc, il faut rappeler que le personnage qu'il a mis en prison, qu'Erdogan a mis en prison, à chaque fois j'oublie son nom parce que j'ai pas ça dans l'oreille. C'est en direct, on reçoit les images en direct d'ailleurs. Il est le plus grand opposant et c'est lui qui a le plus grand succès parmi toutes les oppositions. D'ailleurs, il est le seul représentant de son parti face à Erdogan. Donc c'est quand même, c'est évidemment, ça signifie quand même quelque chose, plutôt une réaction démocratique. Regardez, c'est quand même immense. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement rassurant. Luc, le problème, c'est que tu avais, après l'histoire des manifestations du Gezi Park, vous avez exactement les mêmes manifestations. À la fin, c'est le pouvoir de Erdogan qui a brisé les manifestations, qui a brisé la réaction. Et que ce qui arrive aujourd'hui à Istanbul, c'est que l'opposant est en prison, il a été démis de ses fonctions de maire d'Istanbul, et donc, en ce moment, Erdogan liquide la démocratie en Turquie, puisqu'il liquide son opposant, le seul qui pouvait peut-être le battre. Et je crois, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, si j'ai le droit, c'est de dire que on a d'un côté comme Monsieur Orban, d'un autre côté comme Monsieur Trump, d'un autre côté comme Monsieur Erdogan, d'un autre côté comme Monsieur Poutine. Ce sont des formes d'autoritarisme, les uns déjà totalitaires, les autres marchant dans cette direction, et que c'est pour cela que je ne suis pas d'accord que l'Europe est en train de s'autodétruire en ce moment. Au contraire, l'Europe est en train de retrouver, et que les écrits de Monsieur Onfray et les écrits de Monsieur Finkielkraut sont faux. On n'a rien compris. Ils se trompent. Aujourd'hui, Mais attends, tu peux parler dans 2 minutes, une seconde. Tu comprends pas ce que j'ai dit, donc tu déformes complètement ce que j'ai dit qui n'a rien à voir avec ça. C'est pas... J'ai rien dit, rien dit, mais je comprends jamais rien. Je suis ne repartez pas. Finissez la phrase et vous répondez. Finissez votre phrase. Alors, Luc Ferry. L'Europe est en plein déclin. C'est pas à cause de ce que disent Alain Finkielkraut ou Michel Onfray. Ça n'a rien à voir. Mais dans les 20 entreprises les plus riches et les plus innovantes du monde, il n'y a pas une entreprise européenne. Les 7 magnifiques, il n'y a pas une entreprise européenne. Donc on est en plein déclin sur le plan entrepreneurial, et parce qu'on a des États-providence qui n'ont pas investi, qui n'ont pas compris que l'innovation et la compétitivité sur le plan économique, c'est aussi un facteur de rayonnement et de pouvoir. Mais l'Europe est-elle trop molle quand on voit face à la Turquie? Ça n'a rien à voir avec ce que dit Onfray, qui est anti-libéral à mort. L'Europe se couche devant la Turquie. Il faut rappeler, l'Europe supporte de la part de la Turquie parce qu'elle en a besoin, notamment dans la matière migratoire. Et dans la nouvelle donne, la Turquie veut même réaccélérer son adhésion à l'Europe. Son adhésion à l'Europe. C'est-à-dire on a là un régime, ça paraît tellement inouï. Mais non, aujourd'hui, les négociations avec ce qui se passe ne peuvent pas reprendre. Ce que, par contre, Erdogan avait proposé, et que des tas de gens qui étaient plutôt poutiniens disaient c'est une idée, c'est qu'une force d'interposition en Ukraine serait la Turquie. La Turquie, moi je veux bien dans tout ça. Encore une fois, l'Europe se réveille. J'ai pas dit que l'Europe aujourd'hui a réussi son réveil. Je dis qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience dans les décisions du nouveau gouvernement allemand. Quand on voit les décisions de renforcer justement, non pas seulement la défense européenne, mais l'économie européenne, de la relancer l'économie pour que justement on ne reste pas à la traîne,
Je crois qu'il y a un véritable réveil européen et c'est celui qu'il faut soutenir. Mais pardon, vous ne me répondez pas sur la Turquie. Daniel Cohn-Bendit, il y a aux portes de l'Europe une puissance considérable, membre de l'OTAN, qui occupe illégalement une partie de Chypre. Et puis on n'a pas l'impression que ça vous fait tellement peur que ça. Sur la Turquie. Sur la Turquie. Well. Mais enfin, Darius, je me suis battu pendant 14 ans contre ça. J'ai été moi-même là-bas. Si ça nous dérange, mais ça ne veut pas dire que ça nous dérange qu'il n'y a pas quand même un réveil européen. Je ne comprends pas cette question. Évidemment que la Turquie occupe d'une manière illégale, mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez qu'on envoie la force armée ? Le représentant de l'Europe, M. Tusk, qui va en visite, il fait beaucoup de reset à la Turquie, là, il y a quelques jours. Donc on n'a pas l'impression que ça dérange tellement que ça. Vous faites des resets, vous comptez les resets que vous faites à tout le monde, vous, M. Darius ? Luc Ferry. Non, parce que ce sur quoi joue Erdogan, mais ça marchera pas, c'est simplement que dans la mesure où il voit que l'Europe est engagée dans un réarmement, donc que toute l'Europe est engagée, y compris l'Allemagne, c'est ça le grand revirement, c'est le côté allemand quand même. Bon, dans un réarmement, il dit mais attendez, moi je peux vous aider parce que j'ai la 3e armée la plus puissante d'Europe, c'est ça que dit Erdogan. Donc voyez, si vous me faites revenir dans l'Union européenne, je vous apporte mon armée. Voilà, c'est là-dessus qu'il joue, évidemment. Alors moi, quand je dis que l'Europe est en plein déclin, là je suis à la fois libéral et marxiste, si vous voulez, c'est que je pense que l'infrastructure économique, c'est quand même le nerf de la guerre. Voilà, donc voilà, quand je dis que dans les 20 entreprises de la tech les plus performantes, les plus innovantes, les plus riches au monde, il n'y a pas une entreprise européenne, je dis que c'est très inquiétant. Voilà. Merci à l'un et à l'autre. Prenons rendez-vous. Merci Daniel Cohn-Bendit. Merci Luc Ferry.